Mardi 18 août 2015, bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce morning. On fait tout de suite le point sur le sommaire de cette émission. Explosion dans la soirée hier en plein centre de Bangkok. La déflagration s'est produite près du sanctuaire bouddhiste d'Erawan à proximité de centres commerciaux, une zone très fréquentée par les touristes. Cette nuit, le bilan s'est alourdi. Il est désormais de 21 morts et de plus d'une centaine de blessés. Aucune revendication à cette heure. La Cour suprême israélienne a repoussé hier de 2 jours la décision sur le sort de Mohamed Allan, ce détenu palestinien gréviste de la faim et dont l'état de santé était qualifié de critique. Sera-t-il finalement libéré en échange d'une promesse d'exil? On en reparle dans un instant. Focus sur la Chine où la liberté d'expression est généralement restreinte, mais cette fois les critiques de la presse et du gouvernement vers les autorités locales interpellent. Décryptage dans un instant. Vous êtes français, vous détestez croiser vos concitoyens en vacances. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Les Français, dans leur ensemble, ne veulent pas rencontrer d'autres Français à la plage ou à la montagne. Pourquoi? On en reparle dans un instant. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, on parle d'un triste dénouement. 54 corps ont été retrouvés dans la nuit. Il s'agit des corps des personnes à bord de l'avion qui s'était écrasé 2 jours avant dans une région montagneuse de l'est de l'Indonésie. Ils ont donc été retrouvés par des équipes de secours dans la nuit. Le ministère des Transports indonésien fait savoir qu'il ne restait aucun survivant. Il s'agit bien de la 3e catastrophe aérienne en moins d'1 an dans le pays. À la une de l'actualité également, cet attentat sanglant hier en plein centre-ville de la capitale thaïlandaise. Une bombe a explosé dans la soirée vers 19h. Le bilan est d'au moins 21 morts et près de 120 blessés. Parmi les morts, 2 étrangers, un Chinois et un Philippin. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. Plus de détails avec Myriam Aman. C'est une avenue très fréquentée de la capitale thaïlandaise où cohabitent le célèbre temple hindou d'Erawan et des hôtels de luxe. Il est un peu plus de 19h quand une bombe explose. C'est le chaos. J'ai entendu une explosion. Mon cœur battait fort mais je n'avais pas peur. Alors je suis venu voir. J'ai vu quelqu'un avec un bras arraché, un autre avec la jambe sectionnée. J'ai aidé à les faire transporter à l'hôpital. Les experts thaïlandais sont arrivés mardi à l'aube pour fouiller les débris. Ils sont à la recherche d'indices qui les conduiront aux auteurs de l'attentat. La capitale thaïlandaise n'a jamais été la cible d'une attaque terroriste d'une telle ampleur et l'attentat n'a pas été revendiqué. Il est donc difficile de savoir qui est derrière cette explosion, mais les autorités thaïlandaises ont promis que tout serait fait pour punir les auteurs. Le Premier ministre et le gouvernement tiennent à exprimer les plus sincères condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement insiste sur le fait que tous les moyens seront mis en œuvre pour enquêter, traduire les responsables en justice et les faire condamner. L'enquête ne fait que commencer. Un suspect aurait été identifié. Il est recherché en ce moment par la police. Selon les premiers commentaires, on estimait que la bombe se trouvait sur une moto au moment de l'explosion. Mais d'autres sources affirment que l'explosion s'est produite à l'intérieur du célèbre temple d'Erawan. Les auteurs de l'attentat pourraient venir du sud de la Thaïlande, une région en proie à un conflit qui a fait plus de 6300 morts depuis 2004. Les attentats y sont fréquents, mais bien moins meurtriers. Et aucune attaque n'a jamais été confirmée à l'extérieur de cette région, malgré les années de guerre. Myriam Danan, bonjour. On revient avec vous sur les circonstances de cet attentat hier à Bangkok. Oui, alors un attentat dramatique, on va rappeler ce bilan, 21 morts, 120 blessés, dont plusieurs ressortissants étrangers apparemment, même si le Quai d'Orsay affirme de ce côté pour le moment qu'aucun Français n'a été identifié parmi les victimes. Il a lancé un appel à ce que les Français sur place donnent au plus tôt signe de vie à leurs familles, à leurs proches et aux autorités. Il s'agit d'un tuyau bourré d'explosifs et non pas d'une voiture d'explosifs comme on avait pensé a priori, bourré de 5
5 kilos de TNT qui a explosé dans un temple hindouiste qui était dans un quartier commercial donc de cette capitale de Bangkok. Un temple hindouiste qui est visité par des dizaines de milliers de touristes et fréquenté par plusieurs milliers de fidèles chaque jour en plein cœur du quartier touristique à côté des marchés les plus fréquentés et des plus grands hôtels. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qui peut être à l'origine de cette attaque, de cet attentat? Alors d'abord, l'information qui vient de tomber ce matin, c'est qu'il y a actuellement une véritable chasse à l'homme qui a été lancée dans la ville et dans ses environs par les autorités thaïlandaises qui précisent être à la recherche d'un homme qui pourrait appartenir à une faction opposée à la junte, à ce qu'on appelle la faction des chemises rouges, qui est opposée à la junte militaire actuellement au pouvoir depuis 2014. Et plusieurs autres pistes sont envisageables au-delà de ces factions politiques qui sont donc opposées au pouvoir en place. Il y a également les musulmans séparatistes du Sud, quoique des attentats de ce type en général ne se produisent pas en dehors de la région du Sud-Est la plus conflictuelle, mais également des mouvements terroristes internationaux qui pourraient viser le tourisme occidental. On attend évidemment l'arrestation de premiers suspects, un premier suspect qui aurait donc été repéré par des caméras de vidéosurveillance et qui est actuellement recherché. Alors vous venez de l'évoquer, la junte militaire est au pouvoir dans le pays depuis mai 2014. Les libertés individuelles, on le sait, sont restreintes depuis ce coup d'État militaire. Est-ce qu'on doit craindre encore une augmentation de la répression dans le pays après cet attentat ? Alors, répression, ou en tout cas sévérité, et puis coûte que coûte, tentative de remettre en place un sentiment de sécurité au sein de la Thaïlande, il ne faut pas en douter. Pourquoi ? Eh bien parce que le tourisme est l'une des principales entrées économiques de ce pays et que l'effondrement du tourisme signifie quasi automatiquement l'effondrement de l'économie thaïlandaise. Donc oui, il s'agit d'un enjeu absolument primordial que de retrouver les responsables et également de rassurer la population et également les touristes. Alors la Thaïlande qui connaît depuis plusieurs dizaines d'années une situation politique extrêmement compliquée. On parle de ce conflit de séparatistes depuis plusieurs dizaines d'années, avec notamment cette province au sud-est qui fait l'objet d'une dispute, notamment avec la Malaisie et puis ces musulmans indépendantistes qui veulent coûte que coûte obtenir leur propre territoire. Et puis également un sentiment de colère dans cette population du sud-est, notamment à cause de l'assimilation forcée des années 60 et de ce bilan dramatique de 6500 personnes qui sont décédées dans les violences depuis 2004. Il faut cependant attendre parce que les violences politiques internes sont également extrêmement violentes entre chemises rouges et chemises blanches. Et donc on attend davantage d'informations après l'interpellation d'un suspect éventuel. Merci beaucoup Myriam Danan. En Chine, les autorités tentent toujours de contenir des centaines de tonnes de cyanure hautement toxique sur le site des explosions qui ont coûté à la ville, je vous le rappelle, à plus de 114 personnes. Les craintes de contamination persistent et les sinistrés évacués ont manifesté leur colère. Dans le même temps, une nuit de veillée s'est tenue dans la ville sinistrée. Des volontaires ont allumé des bougies pour se souvenir des victimes. Écoutez. J'ai été vraiment touchée par les choses que j'ai vues, entendues et vécues personnellement au cours des derniers jours. Vraiment très touchée. Il y avait tellement de bénévoles, tellement de pompiers ici pour protéger nos maisons. Je pense que les pompiers sont incroyables. Je ne sais pas vraiment quoi leur dire d'autre, à part merci. Je suis un peu déçu parce qu'avant, je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait des stocks de marchandises dangereuses juste à 2 km de mon usine et à 3 ou 4 km de chez moi. Je suis très déçu. Voilà Rudy, on revient avec vous sur ces critiques assez inhabituelles de la presse envers les autorités locales qui leur reprochent un manque de transparence. Et ce genre de critique, je viens de le dire, est assez inhabituel en Chine. Vous avez raison de le souligner parce qu'on parle quand même d'un pays qui est 175e au classement de la liberté de la presse, le classement traditionnel de Reporters sans frontières. Et pourtant hier, effectivement, les principaux quotidiens chinois contrôlés par le pouvoir n'ont pas hésité pour une fois à relayer la colère des populations, des habitants face au manque d'informations concernant les produits chimiques auxquels ces populations pouvaient être confrontées. Alors Le Point cite un édito assez cinglant du Global Times, qui est un journal très très proche du parti, dans lequel l'éditorialiste dit ceci: une réaction trop tardive donne libre cours aux plus folles rumeurs et cela affaiblit la confiance générale dans les autorités. Et c'est bien là la stratégie du pouvoir
central chinois, tout mettre sur les autorités locales, en choisissant finalement un bouc émissaire local, un bouc émissaire faible. Elles exorcisent la colère des populations et son inquiétude, et finalement elles se dédouanent au passage. Oui, puisqu'en même temps il existe une censure bien ficelée des réseaux sociaux. Oui, alors dès l'explosion, dès mercredi, la censure chinoise a fait rage et mise en route sur Internet. De nombreux utilisateurs de Weibo, qui est une sorte de Twitter chinois, ont vu leur message, qui était en lien avec la catastrophe, tout simplement supprimé. Idem pour les vidéos qui relayaient les explosions, la violence des explosions. Il est difficile sur les réseaux sociaux chinois de les trouver, elles aussi, supprimées. Alors le site de l'entreprise aussi de stockage mise en cause dans l'explosion, lui aussi était inaccessible quelques minutes après l'explosion. On ne sait pas vraiment pourquoi. L'idée, en fait, c'est d'atténuer d'éventuelles critiques et au contraire, justement, laisser tous les posts qui célèbrent le travail des secouristes et l'unité nationale. Alors d'ailleurs, on lit dans le quotidien du peuple, qui est vraiment le porte-voix du parti, qui dit voilà, les doutes et les inquiétudes sont sans fondement et inutiles. L'opinion publique doit comprendre la prudence et le sérieux du gouvernement. Voilà, comme ça, tout le monde est prévenu s'il avait envie de critiquer. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est que les locaux des services de censure se trouvent justement dans la province de Tianjin, là où l'explosion a eu lieu. Et c'est absolument, c'est là où la censure et le monde de l'énergie, toute la censure se pratique là-bas, activité à temps plein. Le Monde parle même comme la capitale chinoise de la censure. Tous les géants du web ont leurs équipes de censure qui sont postées là-bas et travaillent de là-bas. Weibo également. Et donc voilà, c'est effectivement l'ironie de cette histoire. Merci beaucoup, Rudy Saada. On en vient à présent à cette loi antiterroriste et controversée adoptée en Égypte. Elle prévoit une amende très lourde pour les journalistes qui contredisent la version des autorités au sujet d'une attaque terroriste. Les défenseurs de la liberté de la presse s'inquiètent, comme nous l'explique Léa Berdugo. Regardez. Au lendemain de l'assassinat du procureur général Hicham Barakat le 29 juin dernier, Abdel Fattah al-Sisi avait promis une législation plus dure. C'est désormais chose faite. L'objectif, selon le président égyptien, lutter contre le terrorisme. La nouvelle loi précise l'éventail des peines prévues. Créer ou diriger une organisation qualifiée d'entité terroriste sera passible de la peine de mort ou de la prison à perpétuité. Faire partie d'une telle organisation peut valoir jusqu'à 10 ans de prison. La nouvelle loi fournit un bouclier juridique aux policiers et militaires contre d'éventuelles poursuites, cela dans le cas d'un usage de la force dans l'exercice de leur mission selon le texte. Enfin, une disposition qui inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. Une amende pouvant aller de 23 000 à 58 000 euros sanctionnera les journalistes qui contrediraient des informations officielles. Ce dispositif vise à la fois les médias et les réseaux sociaux. Selon les détracteurs de cette loi, ces amendes pourraient pousser à la fermeture des petites publications. À l'origine, le gouvernement prévoyait une peine minimale de 2 ans de prison. Il y avait finalement renoncé face aux protestations. Le texte ravive les craintes de voir la presse un peu plus muselée. Selon le comité pour la protection des journalistes, 18 membres de la profession sont actuellement emprisonnés dans le pays, dont les 3 reporters d'Al Jazeera accusés d'avoir diffusé de fausses informations. Le verdict est attendu à la fin du mois. En Israël, l'état alarmant d'un prisonnier palestinien dans le coma après 2 mois de grève de la faim met à l'épreuve une nouvelle loi qui permettrait de nourrir de force les détenus. Des manifestations ont eu lieu devant l'hôpital Barzilai hier où il se trouve. La Cour suprême vient de statuer en repoussant à 2 jours la décision sur son sort. Le gouvernement s'est par ailleurs dit prêt à libérer le prisonnier s'il acceptait de s'exiler à l'étranger pour 4 ans. Son avocat a aussitôt rejeté cette proposition. Solal Azerouane. La Cour suprême israélienne repousse de 2 jours la décision concernant le sort de Mohamed Alan. Membre du djihad islamique, le terroriste palestinien prisonnier en Israël a entamé une grève de la faim il y a 2 mois. Il est aujourd'hui dans le coma. Les autorités israéliennes l'ont hospitalisé à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon. Hier, sa famille était à son chevet. Il est placé sous respiration artificielle, il a des équipements médicaux branchés sur tout le corps. Il est dans un état très grave. Aucun observateur médical n'a pu le visiter, ni la Croix-Rouge, ni l'autorité palestinienne. C'est un ordre du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Mon fils n'est plus désormais qu'entre les mains des médecins de l'hôpital Barzilai. Et du coup, je doute, car je ne peux pas savoir ce qu'ils lui font. Les médecins israéliens ont évité le pire. La vie de Mohamed Alan n'est plus en danger immédiat.
Disposés à discuter de sa libération, les autorités israéliennes ont proposé de le libérer à condition de l'expulser vers la Jordanie pour une durée de 4 ans. Une proposition rejetée par l'avocat du gréviste de la faim et par sa famille. Pourquoi est-ce qu'ils n'autorisent aucune supervision? Est-ce qu'ils sont en train de le nourrir en cachette? Peut-être qu'ils font des choses qui ne sont pas dans l'intérêt de mon fils. Mon fils est en danger de mort. Si le danger de mort est écarté, le gouvernement israélien semble impuissant à trouver une meilleure alternative. Voilà, on en parle tout de suite avec vous, Ali Waked. Bonjour, vous êtes spécialiste du monde arabe. Emmanuel Navon, bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, vous venez de l'entendre, la Cour suprême israélienne a repoussé de 2 jours cette décision sur le sort du prisonnier palestinien Mohamed Alan. Le gouvernement craint que sa libération pousse d'autres détenus palestiniens à en faire de même, à commencer une grève de la faim. Est-ce que vous trouvez cette crainte justifiée ? Elle vient d'être justifiée ce matin puisqu'il y a une nouvelle prisonnière qui a ouvert une grève de la faim justement. Et il est clair que psychologiquement, si des grèves de la faim mènent à des libérations, cela ouvrira la porte bien entendu à de nouvelles grèves de la faim. Je vous rappelle que, pour citer un précédent similaire, bien que la comparaison ait ses limites, dans le cas de la Grande-Bretagne dans les années 80 sous le gouvernement de Margaret Thatcher, il y avait également des grèves de la faim des prisonniers de l'IRA, de l'armée républicaine irlandaise, qui faisaient des grèves de la faim et Thatcher avait refusé de céder et effectivement certains étaient morts du fait de leur grève de la faim. Donc il y a là effectivement un véritable problème, mais je pense qu'effectivement céder aux grèves de la faim, c'est ouvrir la porte finalement de libération d'autres prisonniers pour encourager de telles grèves de la faim. Ali Waked, vous trouvez que les Palestiniens ont peut-être trouvé une arme fatale avec cette grève de la faim et une solution? Bon, cette arme existait depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois que des centaines de prisonniers, il y avait même quelques fois durant l'intifada que tous les prisonniers, les quelques milliers de prisonniers palestiniens détenus en Israël menaient cette grève de faim. Mais quand il s'agit d'une seule personne qui mène cette grève de faim presque indéfiniment et refuse toute alimentation et devient un symbole pour les Palestiniens, pour la lutte de libération, ça rejoint autour de cette grève tous les mouvements politiques palestiniens. Et à mon avis, les Palestiniens ont trouvé une arme qui présente un défi très important face au gouvernement israélien, pas seulement entre Palestiniens et Israéliens, mais au sein des Israéliens, voir ce que disent les organisations de droits de l'homme, voir ce que disent les médecins, dont la majorité refuse de l'alimenter de force. Reste à voir comment est-ce que le gouvernement peut être créatif face à cette situation qui, je suis d'accord avec Emmanuel, ouvrira la porte. Comment le gouvernement israélien peut gérer cette crise selon vous? À mon avis, il y a une question de principe qui a été soulevée ces derniers jours avec l'emprisonnement administratif aussi des terroristes juifs. La question de la détention administrative, c'est la question qui doit être, à mon avis, posée. Combien de temps on peut détendre deux personnes sans charge? C'est la question qui mène les Palestiniens. Des Palestiniens qui ont été accusés pour mener des actes terroristes sont rares à utiliser cette arme. Mais les Palestiniens qui sont détenus pendant des années sans aucune charge, c'est eux qui recourent. C'est 6 mois renouvelables. Emmanuel Navon, vous êtes d'accord, la détention, ce cas précis de Mohamed Alan met le point sur cette mesure très controversée, la détention administrative. Est-ce que ça risque de changer après le cas Mohamed Alan? Comme vous l'avez dit, c'est une mesure controversée et pour de bonnes raisons. Je pense que de toute façon, il est temps pour Israël, en dehors de ce cas, de réfléchir à ce système de détention administrative, surtout lorsque le temps dépasse ce qui est raisonnable en termes de charges et de jugement. Israël n'est pas le seul pays occidental à avoir des mesures judiciaires et administratives parfois contestées et contestables. On sait par exemple le cas de Guantanamo aux États-Unis, cette fameuse prison qui est extrajudiciaire que le président Obama avait promis de fermer. Mais il est clair que cette mesure, qu'entre parenthèses nous avons hérité des Britanniques, du mandat britannique, légalement est très problématique. Que ce soit pour les terroristes arabes que pour les terroristes juifs. Elle vient d'être appliquée aux terroristes juifs. Je pense qu'il est temps effectivement de réfléchir à ce système, en particulier en termes du temps qui est finalement illimité
Et pour un pays démocratique, cela pose un véritable problème. Alors dans le cas de Mohamed Alan, on est face à deux scénarios. Le premier, s'il décède, ce sera un véritable chaos côté palestinien et israélien. Et le deuxième cas, s'il est libéré, il partira en exil. S'il accepte de partir en exil, il sera libéré et ce sera peut-être un précédent que les d'autres détenus pourraient utiliser pour continuer la grève. Donc Israël se trouve devant deux scénarios assez catastrophiques. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Oui, c'est effectivement un dilemme, ce qu'on appelle un catch-22, c'est-à-dire les deux, c'est un choix entre deux mauvaises solutions. De toute façon, pour l'instant, ses avocats annoncent qu'il refusera un exil, donc il s'agit pour l'instant d'une question théorique. Mais il est clair, encore une fois, que si le gouvernement cède, comme je l'ai rappelé, ce que n'avait pas fait Margaret Thatcher face à l'IRA dans les années 80, alors cela ouvrira une boîte de Pandore. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faille pas réfléchir, encore une fois, comme je l'ai dit, à la question de fond de ces détentions administratives. Je pense que le gouvernement ne doit pas céder, mais parallèlement doit effectivement peut-être revoir cette politique extrêmement contestable. On a noté également que Jérusalem dément toute rencontre également avec le Hamas. On en parlait hier. Le bureau du Premier ministre a envoyé un communiqué à la presse dans lequel il déclare qu'Israël n'entretenait aucun contact avec l'organisation terroriste du Hamas de manière directe ou indirecte. Cette annonce fait suite au rapport de presse qui avait annoncé qu'une délégation de responsables du Hamas se préparait à des pourparlers avec Israël et qu'un accord pourrait être trouvé. Ali Wakat, qu'est-ce que vous dites de ce communiqué d'Israël, alors qu'hier justement on parlait de ces rumeurs qui venaient de hauts responsables? Donc, quand on parle à Robert Serre et quand on parle à Tony Blair, on ne peut pas accepter, on ne peut pas croire le démenti israélien. Il y a des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Israël, pour des raisons politiques internes comme pour des raisons internationales, ne peut pas se présenter comme un côté qui mène de négociations directes avec les Palestiniens, ceux qui mettent en danger le statut du président palestinien Mahmoud Abbas sur le plan international. Et sur le plan intérieur, ça donne des armes à l'opposition de droite, avec Dor Lieberman, par exemple, contre le gouvernement israélien. Mais quand on parle à Robert Serre, quand on parle à Tony Blair, ils admettent qu'ils échangent des brouillons entre le Hamas et le côté israélien. À mon avis, le thème d'accord, c'est pas le thème convenable pour utiliser ce qui se passe entre Hamas et Israël. Il n'y aura jamais un accord entre le Hamas et Israël. Il y aura peut-être un ensemble d'ententes non écrites entre les deux côtés, comme c'était le cas entre l'autorité palestinienne et Israël durant les années dures de l'intifada, où il y avait des trêves non signées. Mais à mon avis, Eleonore, le fait que le Hamas le fait que le Conseil du Shura, le Conseil consultatif, l'instance la plus importante du Hamas, s'est réuni vendredi soir pendant 3 heures pour donner le feu vert à la direction politique et la demande présentée par le Hamas aux autorités égyptiennes de laisser une délégation du Hamas quitter la bande de Gaza pour continuer ces négociations et pour mettre à jour les pays arabes, prouve qu'il y a quelque chose de vrai. Emmanuel Navod, vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'accord en vue entre le Hamas et Israël? Il y a eu dans le passé de nombreux pourparlers non officiels ou officieux entre le Hamas et Israël. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, je vous rappelle que la Turquie est impliquée. Et la Turquie est impliquée en particulier parce qu'elle a des intérêts dans ces pourparlers, intérêts qui sont liés au fait qu'Israël vient d'approuver l'accord sur le gaz naturel, que la Turquie est intéressée d'acheter du gaz naturel d'Israël et que dans ce contexte, la Turquie ne peut pas se permettre de perdre la face vis-à-vis de Hamas et de ne rien faire pour le blocus de la bande de Gaza. Donc oui, il y a des pourparlers et la Turquie est impliquée à cause de ses intérêts économiques. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Ali Waked, merci, spécialiste du monde arabe. On continue dans la région puisque la tension monte en Cisjordanie. Hier, un Palestinien a tenté de poignarder un garde-frontière israélien près du carrefour de Tapouar. L'assaillant a été abattu par les forces de sécurité israéliennes. C'est la 3e attaque au couteau contre des militaires en une semaine. Les détails avec Océane Nicole. Nouvel attentat en Cisjordanie. Ce lundi, un jeune Palestinien a tenté de poignarder un garde-frontière israélien de 20 ans au carrefour de Tapouar. Il a d'abord simulé un malaise afin de se rapprocher des soldats avant d'essayer de les poignarder. Tentative immédiatement déjouée par la vigilance d'un officier qui a ouvert le feu, le blessant grièvement.
L'assaillant est décédé quelques minutes plus tard. Selon les services de sécurité intérieure israéliens, il s'agit de Muhammad Hashmeh, 25 ans, originaire du village de Rahaï, au sud-est de Jenin. Il n'était pas connu des services de sécurité et n'appartenait à aucun organisme. Il s'agit de la deuxième attaque en 48 heures dans ce même carrefour. Ce samedi, un autre Palestinien avait blessé au couteau un soldat israélien. Les tensions se sont récemment aggravées dans cette région depuis le 31 juillet dernier où un bébé palestinien avait été brûlé vif par des extrémistes juifs israéliens. Et puis sachez que de nombreux pays ainsi que l'Organisation des Nations Unies ont qualifié les raids menés dimanche par le régime syrien d'actes barbares et de mépris pour la vie humaine. Des raids qui ont fait 96 morts sur un marché de Douma, près de Damas, principalement des civils. Et c'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité a soutenu hier un nouveau plan de paix en Syrie, adopté pour la première fois à l'unanimité en 2 ans par la Russie et ses 14 autres membres. Le cannabis était jusqu'à présent considéré comme une drogue douce. Ça, c'était avant que le cannabis dit synthétique, cette nouvelle drogue addictive et meurtrière qui fait pas mal de dégâts aux États-Unis. Exactement, c'est l'état d'alerte chez les autorités sanitaires américaines en cause des petits paquets qui ont tout l'air de marijuana naturelle, nommés K2, Spice, Bizarro ou encore Stupid. Alors en général, c'est made in China, donc fait en Chine, et dont les ingrédients de ces petits paquets, entendez, les produits chimiques qui sont dedans, eh bien, sont d'une variété infinie. Et c'est important parce que ces nouveaux ingrédients, eh bien, anticipent les interdictions et les réglementations. Or, eh bien, ces petits paquets ont un effet dévastateur. À en croire les statistiques de l'Association nationale des centres anti-poison, depuis le début de l'année, il y a eu 5000 appels pour des incidents liés au cannabis synthétique. Alors non seulement c'est beaucoup, mais en plus c'est un tiers de plus que l'année dernière, Éléonore. Alors quels sont les effets concrètement de ce nouveau cannabis? Alors on parle de comportement zombie et les effets ne manquent pas. Washington DC, donc l'une des villes des plus touchées par le phénomène du cannabis synthétique, a mis en place un site, regardez, à destination des jeunes. Ça s'appelle k2zombiedc.com, où l'on peut ainsi lire: le cannabis synthétique peut causer une anxiété extrême, de la paranoïa, des crises d'angoisse, des dissociations, un épisode psychotique et des hallucinations. Mais les effets de ce cannabis synthétique ne s'arrêtent pas là puisqu'il est addictif. Ainsi, sur le site spaceaddictionsupport.org, on peut lire de multiples témoignages. Alors, j'ai un petit peu lu ces témoignages et j'ai trouvé par exemple: cette addiction est bien plus forte que je ne pensais. J'ai été dépendant à l'héroïne, au benzo, donc benzodiazépine, mais je n'ai jamais ressenti un tel manque. Et le spice, ça n'est pas qu'addictif, il est mortel en cause sa forte concentration en substances chimiques qui tentent d'imiter donc le THC, le principe actif qui fait planer, et des substances dont l'effet en plus est 100 fois plus puissant que le THC. Et un danger d'autant plus menaçant qu'on l'a dit, les réglementations ne sont pas prêtes à interdire ces produits. En attendant, il peut être trouvé dans les épiceries, dans les stations essence et bien sûr sur Internet. Merci beaucoup Betsabé Salem. Restez avec nous dans un instant. Vous parlerez de cette habitude. Vous détestez croiser des Français en vacances. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. La plupart de vos concitoyens ne veulent pas non plus vous entendre ni vous voir à la plage ou à la montagne. Alors pourquoi les Français détestent rencontrer d'autres Français en vacances? Élément de réponse juste après le journal. De retour sur le plateau du Morning, on prend la direction de la France où le marché du port breton, bloqué depuis une semaine, doit reprendre aujourd'hui, mais sans les deux principaux acheteurs que sont Brigard et Copperle. Après plusieurs semaines de protestation des éleveurs, le gouvernement avait à la mi-juin préconisé un prix d'achat du porc de 1,40 € par kilogramme, le niveau le plus élevé d'Europe selon le syndicat des industriels de la viande. Écoutez. Cette stratégie, depuis le départ, à la fois sur la question des prix, s'appuie sur une stratégie de la valorisation de l'origine des viandes, et en particulier de l'origine française des viandes. Et ça vaut pour l'ensemble des viandes, mais en particulier pour la filière porcine. Il y aura le 25 août une opération menée par les professionnels pour souligner l'origine et l'étiquetage des viandes.
après avoir rencontré le président de la République ce matin. Un décret sera publié au mois de septembre, début septembre, qui permettra aux collectivités de sortir des logiques de marché public jusqu'à 25 000 € et de favoriser ainsi l'achat local en France pour l'ensemble des restaurants qui sont concernés. Au Brésil, c'est l'avenir de Dilma Rousseff qui se joue depuis quelques jours dans le pays. Près d'1 million de Brésiliens ont manifesté ce dimanche à travers le pays pour réclamer de nouvelles élections ou la destitution de la présidente. Un vaste scandale de corruption est à l'origine de ces contestations. On fait tout de suite le point avec Julia Ganancia et on en parle juste après. La grande avenue Paulista, au cœur de Sao Paulo, est noire de monde. Ils sont venus en masse, vêtus des couleurs du Brésil. Dans leur slogan et sur leur pancarte, un même message, tous réclament le départ de la présidente Dilma Rousseff. Lula et ses commandants du Parti des Travailleurs ont fait du Brésil le pays le plus corrompu du monde. C'est ça l'héritage du Parti des Travailleurs. Et voilà la révolte des Brésiliens. Tout le Brésil veut que Dilma soit éliminée du pouvoir. On veut de nouvelles élections, on veut n'importe quoi plutôt que le Parti des Travailleurs. Un ras-le-bol que les Brésiliens viennent exprimer de plus en plus fréquemment dans la rue, notamment avant la Coupe du Monde. Dilma Rousseff, 67 ans, est désormais la présidente du Brésil la plus impopulaire depuis la fin de la dictature militaire en 1985. Sa cote de popularité est tombée à 8%, en cause la crise économique et sa politique d'austérité. Il y a un manque d'attention envers l'éducation, la santé, et il y a toute cette bureaucratie qu'on nous fait subir. Et puis il y a le chômage. Réélue difficilement en novembre pour un second mandat de 4 ans, la présidente pâtit aussi du scandale de corruption Petrobras. Une affaire éminemment politique qui touche à la fois l'entreprise pétrolière contrôlée par l'État, les géants brésiliens du BTP et qui éclabousse le Parti des Travailleurs. Je pense que l'affaire de corruption avec Petrobras a un impact social profond. L'argent aurait dû être investi au profit du développement de notre société. Et les dégâts économiques sont déjà flagrants. Ce sont des entreprises du CAC 40 brésilien qui sont touchées à un moment où l'économie est fragilisée. Le Brésil, 7e économie de la planète, est au bord de la récession avec une inflation de 9% sur les 12 derniers mois. Mais la présidente tient bon et affirme qu'elle ne cédera ni aux pressions ni aux menaces. Elle compte sur les divisions et intérêts divergents de ses adversaires pour traverser la tempête. Et nous sommes en ligne à présent avec Stéphane Monclerc, politologue spécialiste du Brésil et maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors, la corruption, on le sait, n'est pas un nouveau problème dans le pays. Pourtant, à près d'1 900 000 personnes sont sorties dans les rues ce dimanche pour manifester contre la présidente Dilma Rousseff. Alors, qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, ce choc des consciences ? Oui, il y a un ensemble de facteurs qui interviennent. Bon, il y a d'abord le fait que depuis l'élection présidentielle d'octobre 2014, remportée par Dilma Rousseff, avec une majorité quand même assez confortable, eh bien, les Brésiliens sont tombés dans la réalité s'agissant de l'économie. Le pays ne va pas bien. Votre reportage disait à l'instant qu'il y a une inflation, oui, 9,5% en rythme annuel, c'est beaucoup. Par ailleurs, l'économie est en récession. Le produit intérieur brut devrait baisser en 2015 de 1,5%. La récession risque de se prolonger jusqu'à début 2017. Et évidemment, ça entraîne une augmentation importante du chômage. Et dans les grandes métropoles, on s'inquiète beaucoup. C'est parce qu'il y a beaucoup de chômage. Et c'est justement dans les grandes métropoles qu'on a manifesté dimanche. Alors, à cette déception assez forte, s'ajoute l'impact des révélations que publie la presse suite aux enquêtes de police et de la justice fédérale concernant la corruption de tout un ensemble de personnalités politiques à l'occasion de marchés publics truqués. Les sommes sont considérables, rien que dans l'affaire Petrobras. Petrobras, c'est le géant du pétrole brésilien et un des géants du pétrole mondiaux. Eh bien, on en est déjà à peu près 3 milliards d'euros de pots de vin, d'argent détourné. Et ça scandalise les Brésiliens parce que non seulement les sommes sont importantes, mais en plus, ceux qui ont reçu ces pots de vin sont de très hautes personnalités politiques.
alors même que le pays, puisqu'il y a difficultés économiques, aurait besoin de plus d'argent dans l'éducation, de plus d'argent dans les systèmes de santé. Donc les Brésiliens sont très en colère de ce point de vue-là. Merci beaucoup Stéphane Monclerc. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste du Brésil et maître de conférences à l'université à Paris 1. En Angleterre, Kate Middleton et William sont de véritables stars, vous le savez, mais leur fils, le prince George aussi, et ça ne plaît pas à la famille royale qui s'inquiète des méthodes de plus en plus risquées et dangereuses des paparazzis. Océane Nicole. En couverture de magazine ou dans toutes les boutiques de souvenirs de Londres, la famille royale est omniprésente dans la société britannique, mais pas question que leurs enfants suivent le même chemin. Dans un communiqué adressé aux médias des quatre coins du monde, le duc et la duchesse de Cambridge s'alarment de la présence médiatique de leur fils George, seulement 2 ans. Le prince George est actuellement la cible numéro 1 des paparazzis. Les incidents deviennent de plus en plus fréquents et les tactiques de plus en plus inquiétantes et dangereuses. Une ligne a été franchie et toute nouvelle escalade constituerait un véritable risque sécuritaire. Le prince William et son épouse Kate Middleton dénoncent en effet l'accroissement de la surveillance et du harcèlement dont leurs enfants sont victimes. Dernièrement, un photographe a été retrouvé par la police. Il était caché sous un drap dans le coffre d'une voiture, espérant ainsi prendre des photos non autorisées du prince George. Des moyens toujours plus extrêmes. Dans cette même lettre, plusieurs méthodes sont détaillées, dont la prise en chasse des véhicules sortant de la résidence royale ou encore la surveillance des allées et venues de George et même de sa nourrice. Les paparazzis vont même plus loin en utilisant d'autres enfants pour attirer le petit prince dans des aires de jeu et ils sont même prêts à se cacher dans le sable pour immortaliser une sortie à la plage du petit garçon. Tout enfant, quel que soit son rôle futur public, mérite une enfance heureuse, à l'intimité et la sécurité préservée. Les photographes ont eu plusieurs opportunités récentes de prendre des photos de la famille et il y aura régulièrement d'autres occasions au fur et à mesure que les 2 enfants grandiront. Une enfance presque normale, c'est ce que souhaite donc le couple princier pour leur enfant. Et ils ne veulent pas que les héritiers passent leur vie derrière les grilles du palais royal, mais au contraire qu'ils puissent jouer avec d'autres enfants dans des parcs publics. Alors que le prince William tient les paparazzis pour responsables de la mort de sa mère, la princesse Diana, décédée en 1997, il souhaite que les médias se contentent des photographies officielles et qu'ils arrêtent de courir après leur fils. Depuis sa naissance en juillet 2013, le prince George a déjà fait 5 apparitions médiatiques. Aucun cadeau ne sera donc fait de la part du couple princier. Et en cas d'écart des photographes, Kate et William n'hésiteront pas à saisir la justice. Il est quand même craquant ce petit prince George, n'est-ce pas Rudy? Il est mignon. Hein. Allez, on le sait, les touristes français n'ont pas bonne réputation, mais ce que l'on savait moins, c'est que les Français ont une phobie, croiser d'autres Français en vacances. Oui, c'est un très bon article de Sled qui explore ce sujet dont on parle peu, mais qui pourtant nous parle tous. Alors pire que le mauvais temps, pire que la perte de ses bagages ou l'arnaque sur un marché local, le pire désagrément pour un touriste français, eh bien, effectivement, c'est de rencontrer un autre touriste français. Alors, par exemple, l'article cite le site de voyage Lidigo qui avait demandé à ses internautes, lors d'un petit sondage, quel serait le pire partenaire de voyage. Alors, vous voyez que l'allemand ne sied pas au français parce qu'il est autoritaire, mais en deuxième position, les Français votent contre le français parce qu'il est râleur et impoli. Alors ils se reprochent finalement à eux-mêmes de ne pas s'intéresser à la culture locale, de ne pas respecter les habitants des pays visités, de ne pas faire d'efforts pour parler leur langue et aussi de marchander, souvenez-vous. C'est combien la statue là? Le masque? 30 000 francs. Combien? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bah, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça? Non, 30 000. 20 000 francs? Non, 30 000. 25 000? Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber, fais-lui ses 30 000, c'est un con. Voilà, vous vous souvenez des bronzés. Mais en fait, il y a une explication qui est plus rationnelle. L'auteur de l'article a fait un peu le tour des sociologues et il semblerait qu'en fait, en matière de touristes et de touristes français, il y ait 2 catégories. Ceux qui cherchent le soleil, le dépaysement et la détente et les touristes... Les Français. Voilà, non, et d'autres Français qui, eux, viennent avec leur guide et sont des touristes aventuriers qui veulent comprendre, connaître le pays. Ils veulent découvrir. Alors, les Français aventuriers se sentent finalement un petit peu au-dessus du touriste, dit touriste du soleil.
soleil. Résultat, quand vous avez fait des heures de bus pour aller dans un temple et que vous pensez être le seul Français, eh bien si vous voyez d'autres touristes, même s'ils se conduisent très très bien, eh bien vous vous sentirez agressé parce qu'on va vous voler votre moment d'authenticité. S'il y a des touristes d'autres langues, eh bien ça reste dans le dépaysement. Si ça parle français à côté de vous, eh bien là vous allez vous sentir agressé, on vous aura volé votre moment. Alors ils sont obligés de se sentir comme ça en concurrence toujours et de se détester? Non, pas forcément. Alors déjà, l'article note aussi que énormément de Français vont au camping. Et au camping, ils retrouvent les mêmes personnes au même moment, à la même période de l'année. Donc au final, on est dans quelque chose d'habituel où on retrouve donc d'autres touristes français. Ça ne gêne pas. Et puis il y a un autre cas de figure où là, les gens aiment se retrouver entre Français. C'est quand vous avez un choc culturel justement trop fort. Vous arrivez dans un pays, ce pays est difficile, compliqué à comprendre. Vous avez l'impression de vous faire arnaquer. Et puis là, miracle, vous trouvez un autre groupe de Français. Et voilà. Et là, ça devient rassurant et les gens aiment à se parler. Donc en fait, effectivement, ça dépend un petit peu de la manière dont se passe le voyage. Et en tout cas, si vous êtes un peu dur avec votre voisin de bus, rappelez-vous cette phrase d'André Roche, qui est sociologue: un Français qui ne râle pas est un Français qui n'existe pas. Merci beaucoup, Rudy Sada. Allez, on va continuer sur cette tranche de rire avec le festival de Ramallah qui s'est déroulé la semaine dernière. C'était le festival de l'humour, hein, Maurice. Le festival nommé de l'humour palestinien, mais même s'il ne s'agissait pas à proprement parler d'humour palestinien, on a bien ri à Ramallah. 7 comédiens arabo-américains ont été invités par le consulat général des États-Unis. Objectif officiel: cimenter les relations de compréhension et de respect entre Américains et Palestiniens. Alors parmi eux, Amer Zaher, la star du stand-up palestinien. Le père d'Amer Zaher est originaire de Jaffa, sa mère de Nazareth. En 1948, ils ont dû se réfugier en Jordanie. C'est là qu'Amer est né. Mais en 1980, nouvelle fuite, la famille part s'installer aux États-Unis. Alors il a fait des études supérieures, études proche-orientales et de droit à l'université du Michigan, mais devient écrivain et comédien. Son dernier livre, Être palestinien, me fait sourire, c'est le titre. Amer Zaher joue dans le monde entier, mais aussi en Israël et dans les territoires, une région qu'il connaît parfaitement puisqu'il y s'y rend 2 à 3 fois par an. Il raconte ici son arrivée à Tel Aviv et son interrogatoire dans ce qu'il nomme ironiquement la salle des VIP. Regardez. So I was in the VIP room a few years ago for 12 hours. And finally it was my turn to talk to the soldier. And he sat me down and he said, what is your father name? And I said, George. That's my dad's name, George. He said, what is your father name? I said, Elias. Michael, 2 super duper Christian names. Doesn't get more Christian than this. Then he said, what is your mother's name? I said, Anan. That's my mom's name, Anan. He said, what is your mother's father's name? I said, oh, shit. Muhammad. And he got confused. He said, so are you Christian or Muslim? I told him, whatever. He said, no, I need to put in the computer. Are you Christian or Muslim? I told him, look, in my house, we didn't care. We celebrated everything, Christmas, Eid, Easter, Eid again. We don't care. We even celebrated Rosh Hashanah. We celebrated everything. I said, put Jew in your computer. Isn't that better for me? Put Jew in your computer. I don't have to deal with this shit anymore. Alors c'est cette identité, très drôle. Oui, alors c'est cette identité bouleversée qu'Amer Zaher sait parfaitement décrire en anglais et en arabe. En pleurer ou en rire, l'humoriste ne choisit pas. Pour lui, c'est pareil. Alors une autodérision que l'on retrouve chez Amer Zaher qui n'épargne personne, pas plus les Arabes, Palestiniens, Jordaniens et Libanais que les Juifs israéliens. Regardez encore. Like a little American baby's first word is like mommy, daddy. I don't know what a Lebanese baby's first word is. Manicure, pedicure, I don't know, something like this. It's better than a Palestinian baby. You know what a Palestinian baby's first word is? Yahud. That's our first word. Learn this word, you're gonna blame them for everything. I don't know. We have to live with these people.
Très pertinent. Mais ce regard critique et cette lucidité politique, il faudra bien vivre ensemble, dit-il, ont des limites dans la région, selon le témoignage de Dana Herman, journaliste d'Haaretz. Rabbi Bob Alper, un juif américain et comédien, lui aussi avait été invité au festival, mais après son spectacle à Jérusalem-Est, on a décommandé tout simplement son apparition. Merci beaucoup Maurice Fergan, merci à Rudy Saada. Dans un instant, on parlera des différents critères de beauté selon les pays. C'est juste après le journal présenté par Elsa Mimoun. À tout de suite. Merci d'être toujours avec nous sur le plateau du Morning. On va parler de cinéma à présent et plus particulièrement de ces humoristes pour qui le passage des planches au grand écran est une réussite, Laetitia. Tout à fait, oui, en ce moment, celui pour qui c'est un carton plein, c'est Kev Adams, à seulement 24 ans. Tout le monde se l'arrache. Et d'ailleurs, il est très attendu dans ce film, Les Nouvelles Aventures d'Aladin, dans une version Aladin qu'on ne connaissait pas comme ça, regardez. Une lampe magique, un méchant, une princesse, un génie. Vous pensez connaître cette histoire? Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dinde, ça sort en 1000 ans. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, bon, on s'en fout, juste très riche. Il me plaît ton jeu. Je t'ai demandé de faire ça là comme ça? Mais en fait, ce matin, je me suis dit que c'était une bonne idée. Bien sûr, tu la veux celle-là? Tu veux que je te la colle? Non. Je n'arrive pas à chasser de mon esprit ce jeune voleur avec ses cheveux noirs bouclés. Il était plus frisé que bouclé. Oh, la couleur de ses yeux. Il avait le regard hyper rapproché. Et moi, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me reprendre? Je suis sympa, mais je suis pas ta copine non plus. C'est impossible. Elle ne peut pas en épouser un autre. Je hais le vizir. Oh, j'ai senti à la rage. Sors-le de toi, maudit visio. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Encore. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté, là. Qu'est-ce qu'il y a? Katanka. Lycée pour déverrouiller la lampe. À mon avis, Aladin a bloqué la lampe. Je pense qu'il faut un code. Et comme il me reste plus que 2 points, alors je fais gaffe. Bien sûr. Ça rappelle quand même l'humour du film Astérix et Obélix qui avait fait un carton à l'époque. Mission Cléopâtre. Oui, c'est rigolo que vous disiez ça, puisqu'en fait, Kev Adams reprend un peu marche sur les pas de la carrière de Jamel Debbouze. C'est un peu le même côté jeune qui attire les gens de tout âge, toutes sortes, tout genre. Donc effectivement, on peut les comparer tous les deux. Alors, ce film, c'est sûr, c'est le hit assuré de l'automne, un carton qui va aussi confirmer que Kev Adams est définitivement bankable et que le passage sur grand écran est pour un humoriste un plan de carrière en or. Alors pour Kev Adams, on peut le rappeler, il a été découvert à la télévision dans un télécrochet et puis derrière il est devenu la star d'une série télévisée générationnelle qui s'appelait Soda, et là ça fait 2 ans qu'il rencontre un franc succès sur les planches avec son one man show qui s'appelle Voilà Voilà. D'ailleurs on a un extrait, on regarde. Et au moment de plonger, j'ai entendu derrière moi attention. Et ma mère qui m'a créé cette phrase que les gens de plus de 40 ans qui te disent dans la vie, c'est il faut te mouiller la nuque. Après le divorce a eu lieu, ma mère elle a été réglo, elle était voir mon père, elle lui a dit pour l'appartement on fait 50-50, hein, moi je prends dedans, toi tu prends dehors. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la musique? Alors, c'est pas le seul humoriste, bien sûr que non, qui est passé justement des planches au cinéma. Voilà, ils le font à peu près tous. D'ailleurs, pour qui ça avait été un peu le même plan de carrière, c'était Jean Dujardin. Ça l'a amené. Je crois que vous avez déjà Gad Elmaleh.
Non, puisqu'en fait, Kev Adams, qui a été découvert dans un télécrochet, qui a fait du one-man show et qui derrière passe au cinéma et fait un carton plein, c'est un peu le plan de carrière aussi de Jean Dujardin qui lui avait commencé dans Graines de Star. Et oui, on s'en rappelle peut-être pas, mais moi j'ai les images, regardez. Salut, ça farte. Bon, welcome sur la plage de Laicano Beach. Je me présente, je m'appelle Brice, je viens de Nice. Ici, c'est mon fief, alors si vous voulez un cours de surf, vous m'appelez pas, je suis en vacances. Oh, hi Kevin, ça farte. Et qu'est-ce que t'as fait tes cheveux, on dirait un pompier, là? Attends, c'est pas fun, comment tu vas faire pour surfer, maintenant? Non, Kevin, sans tes cheveux longs, t'es stérile, hein, tu peux ramasser les coquillages. Je t'ai cassé, là. Donc, voilà, et ça l'a amené jusqu'à Hollywood, jusqu'à l'Oscar Jean Dujardin. Bon, vous le disiez, c'est pas le seul. Valérie Lemercier, Danny Boone, Cadmerade, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, évidemment. Mais il y a aussi ceux qui ont choisi le cinéma, pas forcément pour rester dans le côté humoristique et dans le carton au box-office, etc. Il y en a qui ont utilisé le cinéma pour casser leur image, et notamment d'ailleurs aujourd'hui Édouard Baird ou Albert Dupontel, mais l'exemple le plus connu du clown qui devient triste pour les besoins du 7e art et pour les besoins de casser son image, c'était Coluche dans Ciao Pantin, et là aussi on regarde des images. Poursuivant la tradition des grands acteurs comiques français, après Rému, Fernandel et Bourvil, le nouveau visage de Coluche. Paumé, tendre, violent. Officier de police Bauer. Tu as Rémi le Bensoussan? Non, pas exactement. Je suis le pompiste de la station service où il est mort. Oui, Coluche qui aurait même essayé la politique pour casser son image de rigolo. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Près de 33 ans après son lancement, la ZX Spectrum, ancêtre des consoles de jeux actuelles, revient à la vie dans une nouvelle version modernisée appelée ZX Vega et dont les premiers exemplaires sont envoyés cette semaine aux fans, des fans qui se sont mobilisés sur Internet pour financer ce retour, à preuve d'un regain d'intérêt également pour les jeux vidéo. Rétro reportage. Pour beaucoup de joueurs, ces images font partie du passé. Elles proviennent pourtant d'une toute nouvelle console de jeu, vieille de 33 ans. Ces ouvriers d'une usine de Nottingham mettent en boîte le ZX Vega, remake du vénérable ZX Spectrum, vendu près de 140 €, soit le prix de la console originale. Mais contrairement à son ancêtre, fini les vieilles cassettes et les temps de chargement, les jeux sont déjà inclus dans la machine. Vous voyez la taille de la machine aujourd'hui. Un produit de cette taille incorporant plus d'1 millier de jeux, c'est phénoménal. Une cure de jeunesse financée par une campagne de financement sur Internet. L'entreprise Retro Computers, détentrice des droits, s'était donné 2 mois pour réunir les 140 000 € nécessaires à cette résurrection. La somme a été réunie en moins de 36 heures et les 4000 exemplaires de la console écoulés. Beaucoup de gens ayant grandi dans les années 80 ont joué au Spectrum, l'ont aimé et veulent retrouver cette expérience. Et bon nombre d'entre eux veulent que leurs enfants puissent voir ce qui les amusait il y a 30 ans. Graphisme daté, bruitage basique, à l'heure des casques de réalité virtuelle et des jeux photoréalistes, le succès de cette antique machine a de quoi surprendre, sauf les joueurs de longue date. Jonathan Caldwell avait 13 ans lorsqu'il a joué pour la première fois au Spectrum. 30 ans plus tard, il ne l'a jamais lâché et a même commencé à programmer ses propres jeux. Le Spectrum a été le plus gros succès des années 80. C'était la PlayStation, la Xbox de l'époque. Les jeux du Spectrum sont rapides à jouer et amusants. Vous en choisissez un, vous y jouez, vous le reposez, et voilà. De nos jours, les jeux des consoles actuelles sont des trucs énormes, compliqués à jouer. Mais pour pouvoir retrouver le goût de leur Madeleine de Proust numérique, les joueurs nostalgiques doivent mettre la main au portefeuille. Sur Internet, de nombreux sites proposent d'anciennes consoles, parfois à des prix exorbitants. Et pour un résultat souvent hasardeux. Consoles trop vieilles ou défectueuses, produits abîmés ou même des copies illégales.
En rééditant d'anciens produits à succès, les constructeurs espèrent s'attaquer à ce marché parallèle tout en attirant de nouveaux joueurs. Signe que dans le monde vidéoludique, le game over n'est jamais définitif. La beauté est-elle une définition objective? Sûrement pas, me direz-vous, puisqu'elle varie en fonction des époques, mais aussi des pays où vous vous trouvez. Ainsi, une seule et même mannequin va devoir se transformer littéralement pour s'adapter aux différentes cultures. Photoshop et dans Betsabé. Et oui, chaque pays a son caprice, au point qu'on se retrouve avec des canons de la beauté opposés quasiment d'un pays à l'autre. C'est ce qu'on constate en observant le travail des graphistes de 18 pays qui ont collaboré pour modifier la photo d'une seule femme en fonction en fait des critères de beauté des différentes parties du globe. Alors le projet s'appelle Perceptions of Perfection Across Borders, soit la perception de la perfection à travers le monde, et il a été commandé par une pharmacie anglaise en ligne, Superdrug Online Doctors. Alors résultat, regardez, vous allez voir l'original, donc la mannequin originale, pas retouchée, c'est elle. Et alors si vous la transformez en fonction des goûts et des cultures des pays, ça donne ça. Vous avez par exemple la mexicaine qui est beaucoup plus bronzée. Vous voyez assez bien, ça va. L'égyptienne qui a des cheveux noirs, une forte poitrine. Alors son fessier a même été bien plus élargi. Autre look pour sûr, l'italienne résolument. Alors longiligne, vous la voyez, elle est en bas à gauche. Ils ont même dû la relooker avec un maillot de bain rouge. Échancré aussi, s'il vous plaît, alors qu'au Pérou, regardez, on aime les rondeurs. Alors vous avez aussi, regardez, autre exemple, en Syrie, on a presque l'impression que la culotte a été élargie. Regardez la toute première en haut à gauche, alors ça apparemment c'est ce qui plaît. Tandis qu'en Chine, la mannequin a été comme aspirée de tous les côtés, regardez en haut, au milieu, look Barbie, et puis alors manque cruel de naturel. En Ukraine, c'est comme en Italie, on passe le maillot en rouge, tandis qu'on revient en rondeur. En Espagne, voilà, en bas, au milieu. On continue à rondeur aussi au Venezuela. On a particulièrement insisté sur la poitrine, cette fois-ci, ou la masse capillaire aussi, tandis que la petite culotte a proportionnellement rétréci. Et puis enfin, toute dernière photo, vous la voyez en bas à droite, c'est le modèle de beauté aux États-Unis. Cette fois, vous remarquerez que la cuisse est musclée et le visage s'est arrondi. Et sur quoi se base-t-il pour Alors, ce sont des femmes graphistes qui connaissent, qui sont habituées à ces retouches et qui savent tout à fait ce qui va plaire dans leur propre pays. Et attention, c'est important, c'est des femmes, du coup, elles ne sont pas influencées par leur goût personnel, mais elles savent comment ça se passe dans le pays. Alors, vous voulez la preuve de ces différences par les chiffres? Eh bien, supposons que cette mannequin originale mesure 1,65 m, le poids varie ensuite dans les nuances, 46 kg pour la chinoise, 49 pour l'italienne, et ça va jusqu'à 66 kg pour la colombienne que vous avez vue, ou 69 pour l'espagnole, donc avec 20 kilos en fait de différence d'un pays à l'autre en question de goût, avec cette question qui plane quand même, où se trouve la française? Bah oui, où se trouve la française, c'est exactement ce que je me disais. Allez, une fois de plus, on observe les miracles. Vous avez le droit de le dire tout, Laetitia. C'est vrai que la française, on la connaît pour être en étant très 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 menue, donc ça se trouve, elle a juste disparu. Elle est menue et à la fois, je pense qu'il y a pas mal de nuances justement. La française est assez cosmopolite. C'est vrai. Les miracles du logiciel Photoshop, on les voit une fois de plus sur ce projet. Hein. Exactement, Photoshop qui donc, on l'a compris, peut vous faire fondre, peut vous faire gonfler, peut vous muscler, vous faire bronzer, et qui décidément n'a pas peur des défis, comme le prouve cette vidéo. Vous allez voir, on part d'une femme plutôt ronde, on va dire, et on a des heures de travail sur Photoshop. Vous avez retrouvé cette photo de moi de mes vacances de l'année dernière. On voit des heures de Photoshop qui ont été filmées en accéléré, donc là on voit que le travail prend beaucoup plus de temps que ça. Vous avez 4 minutes de vidéo comme ça, on peut pas tout montrer, mais on voit le travail extraordinaire. Alors vous voyez qu'il joue à la fois sur les contours, sur la cellulite, sur les couleurs, les reflets, il va lui donner aussi un teint, il va jouer sur les reflets, sur les fesses, etc. Et après des heures de retouche, vous allez voir bientôt le résultat. Je vous laisse observer. Dessin, là, ça fait plus trop photo. Il y a des exemples. C'est parce que là, vous avez vu le naturel à côté, mais en fait, c'est ce que vous voyez partout à la télé, sur les magazines. Merci beaucoup, Betsabé Salem. On s'intéresse à présent à ce phénomène qui prend de l'ampleur en Birmanie. Brimée à l'époque de la junte militaire, la boxe birmane connaît une seconde jeunesse dans le pays et fait de nouveaux adeptes. Regardez.
Dans l'univers impitoyable du kickboxing, le Litway se vante d'être le plus violent. Dans cette boxe birmane, on frappe avec tout ou presque, poings, pieds, genoux, coudes et même la tête. Ici, pas de victoire au point, si les boxeurs ne se départagent pas en 5 rounds de 3 minutes, c'est match nul. Seul moyen de gagner, le chaos ou l'abandon. C'est un sport difficile, mais je pense que vous avez le choix jusqu'à quel niveau vous souhaitez apprendre le Lathway. Si vous voulez faire des combats sur un vrai ring en tant que professionnel, alors vous devez être vraiment coriace. Mais vous pouvez le pratiquer pour rester en forme ou pour l'autodéfense. Cela dépend de votre objectif. Cet art martial existerait depuis des centaines d'années. Comme d'autres sports, il a souffert pendant les 5 décennies du régime militaire en Birmanie. Mais il redevient populaire et attire de plus en plus de pratiquants, notamment des femmes. Je pense que c'est vraiment un super passe-temps. Cela vous permet d'être en forme. C'est un sport traditionnel. Et puis vous savez, c'est très stimulant, en particulier pour les femmes. Donc je voudrais voir davantage de femmes combattantes à l'avenir. Je l'espère vraiment. Du côté des professionnels aussi, les choses évoluent. Les combats les plus prestigieux sont désormais télévisés. Ce que je veux, moi, c'est qu'à travers la boxe traditionnelle birmane, le monde entier connaisse notre courage. Les fans se prennent maintenant à espérer que le Lathway connaisse le même succès que le Muay Thai, la boxe thaïlandaise connue dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de ce morning. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 8h, heure de Tel Aviv. Même heure, même endroit pour un tout nouveau morning. Restez avec nous. La suite de vos programmes, c'est dans un instant sur i24 News. Excellente journée à tous.